Parlons de la fameuse affaire Epstein, Alain. Donc, je vais le résumer très rapidement, quelques mots, quelques dates. On se souvient, c'est une affaire qui a plus de 20 ans, qui a commencé en mars. On a Jeffrey Epstein qui est mort par pendaison, semble-t-il, en août 2019. Et on a Ghislaine Maxwell qui s'est retrouvée, donc son ex-compagne et qui faisait partie de son entourage, qui s'est retrouvée condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel. Et on a eu eh bien, des révélations qui ont fracturé profondément le mouvement MAGA, on peut dire. C'est les révélations, les conclusions du département de justice américain ainsi que le FBI. C'est en juillet qui déclare officiellement que donc effectivement, il semblerait que Jeffrey Epstein se soit suicidé et il n'y a aucune liste de clients qui pouvaient donc servir à faire du chantage ou autre. Donc déjà, Alain, par rapport à cette révélation que l'on a eue début juillet, quel est ton ressenti sur ces conclusions de l'administration Trump? L'analyse la plus raisonnable quand on connaît le dossier, alors ça tombe bien parce que nous, à Égalité et Réconciliation, on connaît très bien le dossier puisqu'on a sorti dans Faits et Documents la totalité et notamment le contenu des carnets noirs en intégralité. Donc on sait tous les gens qui étaient impliqués. Donc évidemment, il est certain que l'affaire Epstein est une affaire de chantage au niveau mondial, au service d'Israël notamment, par du chantage sexuel, financé aux États-Unis par ce qu'on appelle le méga groupe, c'est-à-dire 12 milliardaires juifs américains qui finançaient un tenancier de bordel présenté comme un génie de la finance et un homme qui avait fait fortune qui s'appelle Epstein, qui était en fait un petit prof de maths de Brooklyn, obsédé sexuel, qui a été entièrement financé par ce méga groupe pour gérer essentiellement trois bordels réservés, dévolus aux élites mondiales dans le but de les faire chanter sur de la délinquance sexuelle, sans doute bon, avec des très jeunes femmes, mais même sans doute avec des mineurs. Hein, ça doit aller très très loin. On sait que les plus impliqués dans ce scandale étaient plutôt les démocrates que les républicains. On avait en premier lieu Bill Clinton, très très impliqué. On avait aussi Bill Gates, hein, très impliqué. Et on sait aussi que Trump, qui a été ami avec Epstein à l'époque du Club 54, c'est-à-dire dans les années 80, s'en est éloigné à partir des années 90 quand il a senti ou compris qu'il y avait quelque chose qui allait au-delà, comment dirais-je, de l'homme à femme, parce que ça, c'est tout à fait défendable, surtout dans les années 80, hein, même si aujourd'hui il y a eu MeToo depuis. Et on sait même précisément que Trump a plutôt aidé à faire tomber Epstein. On parle de Epstein de son premier procès, puisqu'en fait c'est en 2 temps. Hein, ça, on a tous les témoignages que Trump a aidé à faire tomber Epstein. Donc aujourd'hui, dire que Trump couvre Epstein parce qu'il est pris dans les scandales sexuels de Epstein, c'est de la connerie. C'est faux. Et d'ailleurs, il suffit d'aller au dossier pour voir que c'est faux. En revanche, aujourd'hui, il est certain que Trump a trahi ses promesses électorales. C'est qu'au lieu de tout sortir, il protège tout. Alors la thèse la plus raisonnable, la plus rationnelle, c'est que si jamais on sortait l'affaire Epstein, ça aurait un coût tellement grave pour les États-Unis, les leaders économiques américains, avec ce que ça pourrait impacter au niveau de l'effondrement boursier de certaines sociétés, de mise en examen, que ça pourrait détruire d'une certaine manière, carrément détruire la superstructure américaine, notamment la superstructure capitaliste, et en plus entraîner sans doute des tensions avec l'État d'Israël, qui est forcément très impliqué, qui fait que Trump, d'une certaine manière, au nom de la raison d'État, et en ayant beaucoup consulté, a dit, en gros, on ne fait pas péter cette bombe-là parce qu'en fait, elle va nous péter à la gueule. Elle va péter à la gueule des États-Unis et que je suis président des États-Unis. On va dire que c'est peut-être non pas le fait qu'il est impliqué et non pas la lâcheté, on va dire, mais plutôt la raison d'État qui fait que ce scandale est finalement étouffé parce qu'il est bien trop grave pour l'Amérique. Ça serait ça, pour moi, l'explication la plus réaliste. Alors évidemment, il y a toujours des excités qui veulent à tout prix s'exciter parce que c'est des gens qui consomment du YouTube et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir dire salaud, enculé, etc. Mais à un moment donné, si on essaye de réfléchir un peu, moi, la première chose que je dis, c'est quand on me dit oui, Trump a été amené par l'État profond, c'est l'agent de l'État profond. Quand je vois le travail qui a été fait par le dit État profond pour l'empêcher d'être élu, pour l'empêcher d'être réélu, les efforts qu'il a fait pour se représenter une 3e fois, ce qu'il a subi comme attaque,
Je vois pas très bien pourquoi on aurait fait tout ça contre lui si c'était l'homme de l'État profond. Je veux dire, alors qu'après que l'État profond aujourd'hui le tienne en respect, voire le menace. Rappelons-nous quand même qu'aux États-Unis, on assassine les présidents de la République, hein, et on assassine ou on tente de les assassiner. C'est une tradition américaine. Donc on peut imaginer que Trump à la Maison Blanche, malgré son équipe qui est un peu plus structurée que celle qu'il avait lors de son premier quinquennat, il pèse sur lui une menace qui fait qu'il se souvient des Kennedy. Rappelons-nous que quand il a eu sa réunion avec Netanyahou, après qu'il y a eu l'affaire des beepers, tu sais, qui a décimé partiellement les cadres du Hezbollah, qui était une magnifique opération, à la fois magnifique et dégueulasse, typique des services israéliens. Opération qui tombe sous le coup des lois internationales, hein, puisque là, on cible pas des militaires, on fait péter des bombes qui peuvent péter à peu près n'importe où, avec des gens qui peuvent se retrouver à proximité. On est dans de l'attentat terroriste qui tombe sous le coup des lois internationales, je le rappelle. Mais les Israéliens s'assoient là-dessus. Mais c'était pas ça le sujet. Est-ce que tu te rappelles du cadeau qu'avait fait Netanyahou à Trump à ce moment-là, hein? Un beeper en or. Il lui a offert un beeper en or, ce qui peut être considéré directement comme une menace. Ça veut dire, tu vois, tu portes le même beeper que les gars du Hezbollah, il est en or, et on te fait péter quand on veut, hein? Voilà. Moi, je sais ce que c'est que d'être menacé personnellement sur ma femme, ma fille, ma belle-mère, la tante aveugle de ma femme, par des gens qui ont quand même la même mentalité, qui sont liés à un niveau inférieur, à la même organisation dont on parle. Hein, ces gens-là ne reculent absolument devant rien. D'ailleurs, on a des morts en série très souvent dans ce genre de comment dirais-je, de dossier. Et donc, je crois que si on veut rester raisonnable, c'est se dire que Trump ne sort pas l'affaire Epstein finalement pour des raisons d'État, mais qu'il n'est pas impliqué dedans. Les gens d'ailleurs, les démocrates aujourd'hui qui poussent stratégiquement, politiquement et qui l'attaquent, sont, je dirais, beaucoup plus impliqués que dans le camp d'en face. Mais ils savent, voilà, c'est un jeu politique. Et donc, même s'il y a beaucoup de critiques à faire sur Trump, et que sans doute aujourd'hui je serais plus critique de Trump qu'à l'époque où j'en discutais avec Dugin. D'ailleurs, Dugin lui-même est revenu dans ses dernières déclarations en disant que Trump avait en grande partie trahi ce qu'il avait appelé la révolution Trump, puisque Dugin avait sorti un petit bouquin en anglais, The Trump Revolution, où d'ailleurs, quand on parle de la Trump Révolution, en fait, on pense justement à Vance, à Thiel et aux gens assez il faut pas se tromper, néo-réactionnaire, parce qu'il faut pas confondre avec néo-conservateur. Et en fait, l'espoir aujourd'hui n'est pas chez Trump, qui a plus de 80 ans et qui est là pour assez peu de temps. L'espoir aujourd'hui, si on veut avoir un espoir, parce que je rappelle que la politique, c'est quand même le lieu de l'espoir. Quand on est dans le désespoir systématique, c'est pas très difficile. Il suffit toujours de dire en permanence tout est perdu. Alors après, on peut rajouter que Pierre Hillard, il faut prier. Hein, mais je veux dire, la politique, c'est quand même d'essayer de voir ce qui peut être le moins pire, choisir le moins pire, voir s'il y a un espoir, essayer d'accompagner cet espoir, voire même d'ailleurs d'y participer. C'est très facile, hein, le désespoir radical, c'est à la portée de n'importe quel connard, hein, surtout quand on n'est pas impliqué. Mais moi, ce que j'essaye, c'est de voir comment on peut échapper à la Troisième Guerre mondiale. Et il me semble que dans le contexte de l'élection présidentielle américaine, si on se souvient bien, il valait mieux que ce soit Trump qui gagne que le candidat d'en face, qui était, je le rappelle, celle qui avait remplacé au pied levé Biden, où là, on avait, je veux dire, sur le plan de la pédocriminalité, sur le plan de la corruption, sur le plan d'ailleurs de l'engagement radical avec l'Ukraine, une équipe qui était bien pire. Donc, je le rappelle, la politique, c'est le lieu du moins pire, hein, c'est pas le lieu du bien. Pour ça, effectivement, il y a la religion, il y a la prière. Voilà, donc je suis déçu de Trump, d'autant plus déçu que nous, on a pas mal espéré dans la révolution Trump, mais en même temps, c'est pas la peine pour autant de raconter n'importe quoi. Hein. Parce que, voilà, encore une fois, ça c'est peut-être la chose qu'il faut rappeler, tu l'as dit tout à l'heure, on parlait de perspective, c'est-à-dire on s'exprime en tant que non-américain. Nous ne sommes pas citoyens américains. Oui, oui. Oui, parce que vu d'Amérique, Trump est plutôt quelqu'un aujourd'hui qui gère pas trop mal, et avec les accords qu'il vient d'obtenir face à l'Union européenne, avec la manière dont il a tapé du poing sur la table sur les questions d'immigration, même si le Trump, il promet toujours ou il menace, tu sais, il annonce du 100%,
et pour obtenir 30. Tu sais, c'est ça son système. Hein. C'est un système typiquement de négociateur commercial. Tu sais, on sait ce que c'est dans le souk. Tu sais, c'est combien 100, non 40, non 80, non 50. Tu sais, et en fait, il vient de ce monde-là, hein, Trump. Et il a cette vulgarité-là, faut le reconnaître. Mais en réalité, il marque quand même des points par rapport au camp d'en face. Je rappelle que le vrai problème qu'a l'Amérique, son problème principal, c'est ce qui est devenu la gauche. Ce que des gens abusivement appellent le marxisme culturel, c'est-à-dire le woke, le cancel et le LGBT, qui est ce qu'on appelle une idéologie de mort radicale. Le problème de Trump, ça a été déjà de combattre cette équipe et cette idéologie sur trois dimensions. Sur la différence des sexes, là-dessus, c'est mieux que le camp d'en face. Hein. Je crois qu'il a reconstitutionnalisé la différence des sexes. C'est le premier jour, hein, c'est la première annonce. Oui, il l'a fait. Sur le plan de la frontière, c'est quand même sa relation à l'immigration incontrôlée est quand même bien moins pire que celle du camp d'en face, même s'il ne peut pas faire de la, je sais pas quoi, miracle, hein. Oui, de miracle ou de politique qui serait qualifiée, qui serait condamnée mondialement comme politique d'extrême droite, et qui ferait qu'on le comparerait à Hitler, hein, tout de suite. Faut pas oublier, voilà, ce que c'est que l'épaisseur historique et l'idéologie dominante qui nous vient de Nuremberg, hein, je rappelle. Hein. Voilà. Et sur le Big Pharma, il a quand même confié quand même relativement la boutique au fils Kennedy, qui a quand même produit une critique et qui essaye aussi, pareil, de combattre quelque chose d'hyper puissant, hein, qui fait partie de cette ce qu'on appelle la cathédrale, je crois, hein, c'est-à-dire le complexe pharmacochimique lié au complexe militaro-industriel, lié au complexe médiatique, etc., qui sont des trucs imbriqués d'un point de vue de l'actionnariat, d'un point de vue de l'idéologie et des personnages, qui fait que là, on est face à une toile d'araignée qui se met en place année après année, je dirais pratiquement depuis l'immédiate après-guerre, hein, depuis l'immédiate après-guerre, voire même avant, avec la Fondation Rockefeller, la Fondation Rothschild, Soros qui a repris le... Voilà, il faut voir d'où on part. Et de ce point de vue-là, c'est moins pire que le camp d'en face, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, effectivement, ce n'est pas le sauveur, ce n'est pas... c'est pas un être religieux, enfin, on n'est pas dans... on n'est pas là, voilà, on est face à un politique américain qui fonctionne dans le système démocratique américain, qui est quand même le système le plus pourri au monde. C'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs, pas expliqué, Douguin était d'accord. La chance qu'ont les Chinois et les Américains, d'un point de vue, je veux dire, de stratégie de puissance, hein, c'est d'échapper à la démocratie occidentale. Hein. C'est ce qui fait qu'ils peuvent être un État stratège avec une vision à long terme qui est dans l'intérêt global du pays et donc de son peuple, hein, parce qu'il ne faut pas rêver. À un moment donné, quand on voit toutes les décisions qui sont prises par l'Union européenne, elles sont défavorables à l'Union européenne et défavorables au peuple européen. Hein, ça finit par les gilets jaunes, quoi, à la fin. Et si vous pouviez faire fructifier votre épargne sans y passer des heures ? Entre les taux qui baissent, les frais qui grimpent et le temps qui manque, épargner intelligemment semble compliqué. Mais grâce à la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde, c'est simple. Chaque mois, nos experts décryptent pour vous les meilleures stratégies financières, les placements malins et les solutions pour faire grandir votre épargne sans prise de tête. Vous aurez accès à des conseils concrets, des analyses pointues et des solutions adaptées à votre profil. Parce que votre argent mérite d'être bien placé. Abonnez-vous à la revue mensuelle de Géopolitique Profonde et reprenez le contrôle de votre épargne.